Nous l'appellerons Evelyne. Elle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Cette femme de 75 ans est sous le choc. Elle vient d'apprendre que son demi-frère, Jacques Rançon, déjà condamné à plusieurs reprises pour viol et agression sexuelle, est aujourd'hui accusé d'assassinat. Qu'il aille en prison perpétuelle, à perpétuelle, parce que il a enlevé la vie de quelqu'un. C'est honteux. C'est honteux. Evelyne est révoltée par les actes qu'aurait commis son demi-frère. Pourtant, elle qui l'a vu grandir semble à peine surprise. Moi, j'en avais peur. Ah oui? Oui, j'en avais peur. Pourquoi? Parce qu'il avait un sale regard. Moi, je me méfiais de lui. Je restais jamais tout seul avec lui. Jamais. Non. Jacques Rançon a été mis en examen pour un meurtre commis il y a près de 17 ans. Celui de Mokhtaria Chaïb. Une énigme criminelle dont on avait fini par penser qu'elle ne serait jamais élucidée. L'affaire remonte au milieu des années 90. Autour de la gare de Perpignan, plusieurs jeunes filles disparaissent. D'abord, en octobre 1996, Tatiana Andoujar, 17 ans, dont le corps ne sera jamais retrouvé. Puis, le 21 décembre 1997, Mokhtaria Chaïb, une étudiante de 19 ans. Le lendemain, sur ce terrain vague, des riverains découvrent une scène effroyable. Le corps était par là. C'est les habitants en face qui, en ouvrant le matin la fenêtre, ont vu quelque chose. La dame est venue et elle en était malade 1 an et demi après. Le corps est dénudé, face contre terre. Mokhtaria a été poignardée 12 fois. Ses seins et ses organes génitaux ont été amputés. Le père de Mokhtaria apprend la nouvelle par les policiers. J'étais ici à midi. Dans la maison, tout ça, je vois tous les gens policiers à 3 ou 4 voitures. Ils s'arrêtaient devant moi. J'étais effrayé. J'ai dit, donne-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Il m'a dit non. Quand tu vas à la commissariat, on te dira. Là, il m'a dit. Quand je rentrais, il a commencé à faire le dossier, tout ça. Il m'a dit, maintenant, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, il est assassiné. La psychose gagne Perpignan. D'autant que quelques mois plus tard, en juin 1998, une 3e jeune femme disparaît, toujours à proximité de la gare. Elle s'appelle Marie-Hélène Gonzalez. Elle a 22 ans. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard le long de l'autoroute A9, dans ses fourrés. Elle a été démembrée. Les mutilations subies par les 2 victimes orientent les enquêteurs sur la piste d'un médecin ou d'un boucher. Un Péruvien qui se prétend chirurgien est incarcéré 6 mois avant d'être blanchi. L'enquête s'enlise. En 2006, les proches des victimes désespèrent. Le père de Mokhtaria est mort peu avant. Ce sont les mères de Marie-Hélène et de Tatiana qui prennent la parole. Il y a quelqu'un qui doit savoir quelque chose. Ne nous laissez pas avec cette angoisse. Merci. On a l'impression, aujourd'hui, d'être les oubliés de la justice de Perpignan. Pourtant, l'enquête reste ouverte et l'équipe du commissaire Soulier mise sur les progrès de la science pour identifier un ADN. Tous les scellés issus des scènes de crime sont réexaminés. Jusqu'à ce que, ces dernières années, en 2012, on arrive à avoir un profil intéressant, sur un scellé intéressant. Voilà. Une trace ADN qui aurait été retrouvée sur l'une des chaussures de Mokhtaria. Et c'est la semaine dernière qu'un certain Jacques Rançon est enfin identifié. Un homme de 54 ans qui vient de sortir de prison. Son empreinte génétique avait été enregistrée à la suite d'une condamnation pour violence conjugale en 2013. Mardi, il est conduit dans les locaux de la police judiciaire. Les enquêteurs l'interrogent sur la trace ADN isolée sur la chaussure. Et pour le replonger 17 ans auparavant, ils le conduisent jusqu'au quartier de la gare. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il passe aux aveux. Il a demandé
à être entendu dans le courant de la nuit, alors qu'il était au repos, pour s'expliquer. Je pense qu'il avait besoin de se soulager, vraiment. Ça fait 17 ans qu'il porte seul ce lourd fardeau. Et là, d'être replongé dans le contexte, je pense que c'est ce qui l'a poussé, effectivement, à vider son sac. Comment cet homme a-t-il gardé ce secret pendant près de 17 ans? Pourquoi n'a-t-il pas été mis en cause plus tôt, alors qu'il affichait un lourd passé judiciaire? Jacques Rançon a grandi dans ce village, près d'Amiens, dans une fratrie de 13 enfants. Son père est alcoolique et violent. Jacques quitte l'école très jeune. Il devient ouvrier, se met en couple et a un enfant. Sa demi-sœur, Evelyne, à qui il rend souvent visite, parle d'un homme qui était alors obsédé par les femmes. Je voyais bien qu'il guettait. Vous voyez? Par la fenêtre? Oui, parce qu'il rentrait travailler et puis tous les jours au soir, il guettait la fille qui passait. Ben, je lui ai dit, laisse-la tranquille, pourquoi tu la guettes comme ça? Puis c'est tout, il m'en a pas dit plus. C'est en juin 1992 que Jacques Rançon commet sa première agression. Cette nuit-là, près d'Amiens, une jeune femme de 20 ans rentre de boîte de nuit en voiture. Sur une route déserte, quelqu'un la double et la force à s'arrêter sur le bas-côté. C'est Jacques Rançon. Sous la menace d'un couteau, il l'oblige à monter avec lui. Ensemble, ils parcourent plus de 20 km jusqu'au bois de Gentelles, où il la viole, avant de la ramener à sa voiture. Jacques Rançon a agi à visage découvert avec son propre véhicule. 3 semaines plus tard, il est arrêté, comme le relate la presse locale. Devant la cour d'assises, il reconnaît les faits. Alors, j'ai ouvert le dossier en juillet 92. À l'audience, son avocat plaide la thèse du dérapage. Expertise psychiatrique à l'appui, maître Hubert Delarue souligne que son client n'a pas le profil d'un prédateur. À ce moment-là, en tout cas, on retourne 20 ans en arrière, il n'y a rien qui laisse peut-être à penser et à considérer, si c'est votre question, qu'on est dans une problématique de récidive. La préméditation n'est pas retenue. Jacques Rançon est condamné à 8 ans de détention. Il est libéré au bout de 5 ans. À sa sortie, au printemps 1997, il se sépare de sa famille et pose ses valises à Perpignan, dans le quartier de la Gare. Il s'installe dans cet hôtel. Quelques mois plus tard, à la suite du meurtre de Mokhtaria, il n'éveille pas les soupçons de la police. Mais à l'été 1998, il est arrêté dans un village voisin alors qu'il tente d'agresser une autre jeune fille. Les policiers l'interrogent sur les disparus de la gare de Perpignan. L'homme nie toute implication. Selon l'avocat des familles des victimes, aucun rapprochement n'avait alors été possible. Cet homme avait été entendu dans une procédure, mais au milieu de 200 autres personnes. Et donc son nom n'était pas particulièrement familier, et on ne pouvait pas penser que ce serait lui. Donc on n'a pas pu faire de rapprochement au départ. Pour la tentative d'agression, Jacques Rançon retourne en prison pendant 1 an, ce qui ne l'empêchera pas d'attaquer une autre jeune femme dès sa sortie, l'année suivante. En 2005, il semble entamer une nouvelle vie. Il travaille comme cariste et rencontre Lolita, 16 ans à l'époque. Aujourd'hui, avec un nouveau compagnon, elle nous parle de l'homme qui a partagé sa vie pendant 7 ans. Il était très mystérieux, très évasif et ne voulait jamais discuter de son passé. Il m'a juste dit, entre 2 lignes, qu'il avait un fils mais qu'il n'avait plus de nouvelles. Le couple aura 2 enfants. Il s'installe dans une petite maison à Perpignan et se lie d'amitié avec les voisins. On se fréquentait assez souvent, j'allais chez lui, il venait chez moi. On travaillait de temps en temps ensemble, on faisait de la mécanique, donc bon. Il y avait ses enfants, il y avait les miens, j'ai des filles aussi. Même envers ma femme, il n'a jamais eu ni propos, ni gestes déplacés. Je n'ai jamais vu ni regarder une fille, ni même dire des phrases sur des demoiselles ou n'importe quoi. Il était surtout amoureux de Lolita, ça oui. Derrière cette apparence tranquille, le couple se déchire. Jacques se montre de plus en plus violent et quitte souvent la maison la nuit. Le seul endroit qu'à chaque fois il me répétait où il allait, c'était la gare. C'est tout. Je faisais le tour par la gare.
Pour lui, c'était un moyen de se vider la tête, d'après ses dires. Et donc, vu ce qu'on sait maintenant, je me pose beaucoup de questions, à savoir si finalement il n'allait pas à la gare pour chasser des jeunes femmes. En 2012, Lolita le quitte. Jacques la menace de mort à 2 reprises. Il fait 16 mois de prison. Et c'est donc à la suite de cette condamnation qu'il sera inscrit au fichier des empreintes génétiques et finalement identifié dans l'affaire de Mokhtaria. Jeudi dernier, Jacques Ranson a été écroué. Depuis, son avocat n'a pas pu le voir ni consulter son dossier. Mais Maître Caplet dénonce déjà une justice qui, 20 ans auparavant, n'aurait pas pris la mesure de la dangerosité du personnage. On ne peut pas laisser comme ça sortir quelqu'un de prison pour des faits de la gravité de ceux pour lesquels il avait été condamné, sans aucun suivi, ni pendant la détention, ni après la détention. C'est quasi criminel. À ce jour, Jacques Ranson n'a été interrogé que sur le meurtre de Mokhtaria. Mais serait-il aussi impliqué dans les 2 autres disparitions? Pour celle de Tatiana Andoujar, c'est exclu. En 1995, au moment des faits, Ranson était en prison pour le viol commis dans la Somme. Pour celle de Marie-Hélène Gonzalez, en revanche, cela reste une hypothèse sérieuse, même si pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Si la justice le reconnaît coupable du meurtre de Mokhtaria, Jacques Ranson encourt la prison à perpétuité.